bien jusqu'au fond. C'est bon. Ok, très bien. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis content d'être là parce que ça fait depuis le mois de février que je sillonne la Suisse romande, que c'est la première fois que je viens en terre valaisanne. Donc voilà, c'est un plaisir. Mon objectif, raison pour laquelle je suis là à chaque projection, c'est de pouvoir, dans un premier temps, introduire en expliquant les raisons pour lesquelles j'ai fait ce film. Beaucoup de personnes m'ont posé la question à savoir pourquoi je ne l'avais pas mis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Telegram. C'était justement parce que je souhaitais accompagner ce film en expliquant ce qui m'a motivé à le faire. Et finalement, en le mettant, si je l'avais mis sur les réseaux sociaux, ma crainte était finalement qu'il soit récupéré, on va dire, par l'un ou l'autre, voire coupé, voire transformé. Et puis, c'est la raison pour laquelle j'ai sillonné la Suisse romande depuis 2 mois, que je vais partir bientôt en Suisse allemande, puisque la Suisse allemande a fait part de son intérêt, qu'il y a des théâtres, des cinémas en Suisse allemande qui sont intéressés. Donc voilà, je travaille actuellement à la traduction. Et puis la Suisse italienne, tout récemment, a pris contact avec moi pour essayer de faire la traduction en italien. Voilà, ça c'est pour situer un petit peu. Quand j'ai fait, alors je ne sais pas si certains ont été sur le site internet officiel du film, j'avais fait une petite bande-annonce qui est une bande-son en fait. Et plusieurs personnes m'ont dit, ouais mais elle n'est pas bien faite la bande-annonce parce que finalement, au départ, on entend les gens qui s'expriment, puis après il y a la musique qui arrive, puis on n'entend plus très bien ce qui est dit, il faut tendre l'oreille. Je leur dis, c'est ça. C'est exactement ça que je vous demande de faire. Tendre l'oreille pour entendre ce que certains médecins spécialistes finalement ont dit et qu'on n'entendait pas parce qu'il y avait un brouhaha général qui soit politique, médiatique, etc. C'est tendre l'oreille. Donc si vous arrivez à le faire pour ma bande son, j'espère que vous le ferez également pour les raisons pour lesquelles je l'ai fait. J'ai affiché ça, puisque ça remonte il y a quelques mois en arrière, lorsque M. Berset est venu lors d'une conférence et qu'il expliquait qu'il avait été choqué, pour reprendre les termes, par la remise en cause de la science. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que, alors en plus je sais qu'il y a quelques scientifiques ici dans la salle. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs scientifiques qui me disaient que finalement un scientifique, lorsqu'il veut démontrer quelque chose, alors il y a tout un processus, on va dire, normal et logique, et qu'un des derniers processus, mais qui est néanmoins le plus important, c'est de confronter sa théorie à tout ce qui pourrait la démonter, pour pouvoir définir si elle est avérée ou pas. Et j'ai trouvé intéressant de la part de M. Berset qui disait qu'il était choqué par la remise en cause de la science, parce que finalement, durant tous ces trois dernières années, la démarche qui a été faite, qui consistait à éliminer toutes les personnes qui avaient une théorie, on va dire, différente, une explication différente, et à les museler systématiquement, était justement totalement en inadéquation avec une démarche scientifique. Et ça me paraissait important parce que j'ai trouvé ça très contradictoire. Je ne crois pas qu'il y avait une idée de on lutte contre la science, mais plutôt de dire mais c'est quoi aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on attend, on va dire, d'une démarche qui, à mon sens, est tout à fait scientifique, ou aurait été scientifique si on avait entendu toutes les personnes qui s'exprimaient et qui avaient la capacité pour le faire. Quand je dis la capacité, je ne parle pas de la capacité, je dirais en termes de verbe, puisqu'on a beaucoup de politiciens qui ont un verbe qui est très bien posé, mais plutôt la capacité en termes de connaissances, en termes de formation, même académique. Et beaucoup de personnes n'ont pas été écoutées, n'ont pas été entendues. Alors ma démarche aujourd'hui, elle est là. C'est que j'ai été très impliqué, je dirais, dans un certain nombre de choses durant ces 3 dernières années, mais que je voulais finalement arriver avec quelque chose de purement factuel. Parce que finalement, ce qui est ressorti, c'est que beaucoup de médecins, de scientifiques, qui n'étaient pas d'accord, on a dit qu'ils avaient des idéaux différents. On les a classés, on va dire, non pas avec des avis médicaux différents, mais on a dit que finalement c'était des idéalistes ou des idéologues qui défendaient une certaine idéologie en parlant de la liberté de vaccination, en parlant je dirais de la liberté constitutionnelle, puisqu'elle est censée être garantie. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement des médecins qui finalement ont une réelle démarche scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas des médecins comme on les a décrits, qui avaient juste un idéal, c'est des médecins qui ont fait une démarche scientifique. C'est des médecins qui ont même investi, ont mis de l'argent pour créer des fondations, qui ont essayé de mettre ensemble un certain nombre de personnes, de médecins, de spécialistes,
pour finalement participer à cette guerre contre cette pandémie ou pseudo-pandémie, selon comment vous avez envie de l'appeler ou comment l'OMS le définit, puisque la définition change quand même, je dirais, d'une année à l'autre. Voilà, donc, quel a été le départ de cette démarche? Eh bien, lorsqu'il y a eu la première vague, j'ai eu l'impression effectivement que c'était justifié ce qui se faisait. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine humilité de la part du Conseil fédéral qui disait on ne sait pas, on tâtonne, on essaye et on doit prendre des décisions. Et c'est ce qu'on attend de politique et c'est vrai que ce n'était pas simple. Sauf que plus le temps s'est passé, plus on a commencé à arriver avec des positions a priori avérées, avec des vérités qui n'en étaient pas. Je me souviens, il y a quelque temps en arrière, lorsque M. Berset disait qu'il faut vacciner 1 million de personnes supplémentaires pour qu'on arrive à 80%, qui signifierait soi-disant un taux d'immunité qui permettrait d'arrêter le Covid, alors qu'au moment où il parlait, Singapour avait déjà dépassé, je crois qu'elle était à 83 ou 84% de taux de vaccination, avec un regain comme jamais de la pandémie, et qu'Israël, selon la manière dont la calculation se faisait, si on comptait les enfants ou pas, mettait à 78 ou 80%, et on savait que ça repartait comme jamais. Donc c'était pas avéré, et très clairement c'était quelque chose qui pouvait être démontré comme étant faux. Et puis évidemment, alors ça je pense que je prêche à des convaincus, mais lorsqu'il a été dit la vaccination est sûre, je pense qu'aujourd'hui on a, même si ça fait pas si longtemps que ça, mais suffisamment de recul pour le démontrer, et même il suffit d'aller sur l'OFSP pour voir qu'effectivement la vaccination ne l'est pas, puisqu'on a un certain nombre d'effets secondaires qui sont tout à fait, et je ne parle pas des décès, qui sont aussi reconnus, mais qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont, je dirais, définis et reconnus par l'OFSP. Donc voilà, donc partant de cette idée-là, je me suis dit, bon, comment savoir ce qui est juste ou pas? Parce que finalement, c'est le problème de notre société aujourd'hui. On a perpétuellement des fake news partout, que ce soit de la part de la doxa officielle, mais y compris de ceux qui la contestent. Un jour, j'ai reçu une pétition qui était signée par, si j'ai bonne mémoire, 1200 soignants, médecins, et qui n'étaient pas d'accord avec les mesures qui étaient prises. Et je me suis dit, mais comment savoir si c'est vrai? Enfin, est-ce que ces médecins existent? Alors j'ai fait ce qui, à mon sens, d'autres auraient dû faire, c'est-à-dire j'ai pris tous les noms, puisqu'il y avait des noms sur cette pétition, et puis alors je n'ai pas tous pris, parce qu'il y en a 1200, je suis encore là aujourd'hui, mais j'en ai pris une centaine, et puis j'ai regardé à savoir s'ils avaient effectivement, si c'est des personnes qui existaient, sachant que c'était des médecins qui ont en général une traçabilité sur Internet, et j'ai découvert que toutes ces personnes existaient vraiment, voilà. Sauf que je suis un peu comme saint Thomas, c'est que ça ne me suffisait pas, donc je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment signé cette pétition? Donc j'ai commencé à essayer de prendre des contacts avec ces médecins, via LinkedIn, via des réseaux, via voilà, différents moyens, pour voir s'ils existaient et s'ils avaient vraiment signé cette pétition. Et dans tous les contacts que je suis arrivé à obtenir, tous m'ont confirmé que la pétition avait bien été signée. Et puis donc du coup, je suis revenu sur quelque chose d'un peu plus suisse, on va dire, parce que ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir éventuellement rencontrer ces médecins, non seulement pour savoir pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec la doxa officielle, mais également pour savoir alors, quelles étaient leurs propres démarches. Parce que c'était, comme je le disais initialement, quelque chose de purement idéologique, c'était une démarche scientifique. Voilà, comment ils en étaient arrivés à contester les décisions du gouvernement. Et c'est comme ça que finalement, il y a un groupe qui s'est constitué d'une trentaine de médecins que j'ai réunis en Suisse romande. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, je leur ai posé la question, je dis mais j'aimerais vous réunir, puis tout le monde me disait c'est super, c'est génial. Je dis mais j'ai une question toute bête, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Enfin, moi, donc je les ai tous invités chez moi, je me dis mais pourquoi vous n'êtes pas vus avant? Parce que c'était des gens dont on parlait dans les médias, qui avaient contesté, qui s'étaient retrouvés, je dirais, sous le feu du médecin cantonal ou de la commission de déontologie. Et c'est vrai qu'ils me disaient, ben voilà, il y avait cette crainte que beaucoup de gens ont eue, cette crainte de savoir, d'aller peut-être téléphoner à l'autre médecin, ils avaient peur en fait, il y avait cette peur qui était sous-jacente. Et finalement, ben, on a réuni tout ce monde, et puis on a commencé à discuter, à savoir, ben voilà, pourquoi, comment, etc. Et puis sur cette trentaine de médecins, ben, il y a un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bien, on discute, moi j'ai les opinions des uns et des autres, je peux très bien ouvrir un site, puis je vais relayer l'information, mais ça va être noyé dans la masse d'informations qu'on a, et finalement, ça serait difficile de convaincre les uns et les autres que j'ai finalement peut-être plus raison avec mon site que d'autres.
Donc je me suis dit peut-être que ça vaut la peine de faire un reportage. Sauf que je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas producteur et que j'ai, ceux qui ont vu ma voiture, je n'ai pas de gros moyens financiers. Donc voilà, donc la question c'était quelle est ma légitimité? Donc c'était peut-être justement parce que j'avais aucune légitimité que j'ai décidé de poursuivre, on va dire, mon projet. Et peut-être parce que je pensais que ce travail aurait dû être fait par les médias mainstream, et qu'en termes de débat, alors je pense que vous avez tous la télévision, ou en tout cas une bonne partie, le débat qu'on a le plus souvent, ou le seul débat qu'on a à la télévision, c'est infrarouge, et que pour moi, un débat, lorsqu'on met 5 ou 6 personnes qui sont tous d'accord, on n'est plus dans un débat. Donc effectivement, la question c'était, voilà, qui va amener ce débat contradictoire? Alors, je reviens sur l'histoire de la légitimité. C'est vrai qu'au départ, je me suis engagé, j'ai été membre des Amis de la Constitution, j'étais responsable de la Broye au Fribourg. Et puis quand je suis parti de l'idée de ce que je voulais faire, alors beaucoup de gens me disaient « Ouais, t'as raison, écoutez, faut se battre, faut que tous ces politiques, quels qu'ils soient, je dirais, ils sont tous pourris. Allez, luttons contre les hommes et les femmes politiques. » Sauf que, manque de peau, j'étais membre de la commission électorale du PDC, que je suis municipal de ma commune, et quand du coup, j'étais un de ces pourris. Bon. Donc là-dessus, effectivement, j'ai eu d'autres réactions. Une personne qui m'a dit, oui, mais en fait, c'est cette doxa, enfin je veux dire, il faut se battre contre la doxa, quelle qu'elle soit. La doxa politique, la doxa religieuse, vive la laïcité. Encore un détail près, je suis chrétien. On m'a dit, ah, un homme d'extrême droite. Manque de peau encore une fois, ayant été administrateur de la Croix-Rouge dans le secteur des réfugiés, c'était compliqué de mettre ça en adéquation avec l'extrême droite. Tout ça pour dire que finalement, je me suis dit, à partir du moment où je ne rentre dans aucune catégorie, peut-être que j'ai cette légitimité, que j'ai aucun intérêt finalement dans ce que je fais. C'est me dire je vais le faire en fait. Et je vais le faire avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire très peu, mais surtout avec l'envie d'être au service de la vérité. C'est un petit peu comme ça qu'est né ce reportage. Et là, dans le cadre des médias libres, j'ai rencontré Nicolas Desprats, donc, qui avait travaillé comme journaliste pour la RTS et qui travaillait avec les médias libres. Et puis j'ai dit, voilà, j'ai besoin de trouver quelques personnes pour m'aider à monter ce reportage. Et on a fait ça, alors de briques et de broc, mais avec la volonté en tout cas de servir la cause, mais pas une cause. Je ne suis pas, et vous le verrez dans le reportage, la question n'est pas de savoir si je suis pour le vaccin ou contre le vaccin, ou de savoir ce qu'il y a dedans ou pas. Je n'apporte pas cette question. La vraie question, alors j'en pense pas moins, mais c'est mes propres convictions. Ce qui m'intéressait pour moi, c'était de poser la question, mais qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un médecin? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de votre médecin de famille quand vous allez le voir? Il y a une volonté, vous le verrez. Pour beaucoup de médecins, on se rend compte qu'aujourd'hui, on attend d'eux de plus en plus que ce soit des exécutants au service d'un collège, on va dire, a priori de spécialistes qui définissent ce qui est juste ou ce qui est faux. Or, tous les généralistes, et je pense qu'il y en a quelques-uns aussi dans la salle, savent pertinemment que même pour une même pathologie, on n'a pas toujours la même médication ou le même remède. Parce que ça dépend d'un tas de choses, de l'histoire du patient, de ses allergies, de tout ce qu'on veut. Donc en fait, un médecin généraliste est censé être au service de ses patients parce qu'il connaît son historique. Et aujourd'hui, on est dans un système où de plus en plus, en tout cas en Suisse, on est en train de mettre en place des algorithmes. Et des médecins travaillent déjà avec ces algorithmes qui vont définir que si vous avez tel problème, mettez dans votre système informatique qui va vous dire en gros ce qu'il faut faire. Sauf qu'on ne tient pas compte du patient, de ce qu'il est, et qu'il n'y a plus cette relation qu'on est censé attendre de la part du patient et de son médecin de famille. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les raisons pour lesquelles je me suis dit, voilà, je vais donner la parole à ces médecins. Et puis l'idée c'est de pouvoir en discuter par la suite. Je pense qu'il y a des personnes, des connaisseurs, il y a des scientifiques aussi ici, il y a des personnes, monsieur et madame tout le monde. L'objectif pour moi c'est ça, c'est de pouvoir, alors j'ai pas la prétention de pouvoir répondre à des questions, je pense qu'il y a des personnes qui sont bien plus aptes que moi pour pouvoir y répondre. Mais voilà, disons que je représente un certain nombre de médecins, et puis je vais essayer d'être aussi transparent que possible, en tout cas à la fois dans ma démarche, et puis dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et puis évidemment,
On arrive aussi devant un certain nombre de choix importants, de sociétés qui arrivent. On peut parler effectivement de tout ce qui concerne l'OMS, mais là je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je pense qu'il y a bien plus spécialiste que moi, qui connaît les choses de l'intérieur de surcroît. Donc mais c'est quelque chose qui est important parce que je pense qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'informations. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ces informations. Vous savez, j'ai réuni ces 30 journalistes, ces 30 médecins, et j'ai fait la même chose avec un certain nombre de journalistes. Des journalistes mainstream aussi. Parce qu'il faut savoir que tous les journalistes, contrairement peut-être à certaines pensées de certains, ne sont pas tous des corrompus. C'est-à-dire que certains essayent de faire leur boulot convenablement, mais c'est vrai qu'il existe une pression qui est la même avec les médecins, une pression qui est bien là. Moi j'ai vu dans des séances que j'ai eues à Genève notamment, une journaliste notamment qui travaille pour un grand média de la presse écrite et qui pleurait et qui disait mais voilà, ma rédaction, si ma rédaction savait que j'étais là pour vous exprimer ce que j'exprime, demain j'ai plus de travail. Et je crois que c'est une réalité. Et j'ai vu aussi des journalistes qui essayent de faire autant que possible leur travail. Certains, vous savez, comment vous dire ça, lorsque je me suis impliqué, on va dire, dans la contestation, je trouvais que c'était assez terrible finalement, où le citoyen était prisonnier finalement d'un système, d'une doxa, pour reprendre le terme, je dirais, à la mode, où finalement les gens ne pouvaient plus s'exprimer réellement, ne pouvaient plus exprimer leur désaccord sans être considérés comme complotistes. Et puis, au sein même des gens qui se battaient contre ce système, j'ai découvert des personnes qui ont fait ou reproduit exactement le même schéma, qui consistait à dire qu'on trouve une personne, dès qu'on trouve une personne qui n'est pas d'accord avec la doxa, plutôt que de prendre un certain recul pour entendre ce qu'elle a à dire et d'essayer de contrôler la véracité de ces éléments, relayait systématiquement ce qui était dit parce qu'a priori elle était dans le même camp idéologique que moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très dangereux, parce qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui ont fait des sites internet, qui se sont inventés du jour au lendemain spécialistes de la cause et qui n'étaient pas plus médecins que les politiques qu'on a entendu s'exprimer sur le sujet, et qui tout à coup commençaient à relayer des informations, quelle qu'en soit l'origine, et finalement, informations qui n'étaient pas contrôlées, parfois qui n'étaient même pas, qui ne venaient même pas de spécialistes ou de scientifiques. Et je pense que pour moi, si on veut lutter aujourd'hui contre ce qui s'est passé, ou continuer cette lutte qui fait à mon sens que commencer, c'est important de rester sur des choses factuelles et d'écouter les scientifiques, les personnes qui sont concernées par ce qui se passe, et essayer ensuite de confronter la réalité avec des opinions qui sont parfois divergentes. Ce qui a manqué pendant ces 3 dernières années, c'est ce débat démocratique. Or aujourd'hui, on doit pouvoir relayer ce débat. J'en ai parlé avec les médias libres où je leur disais, mais faites attention, parce que si vous reproduisez le même schéma et que dans les médias libres, on n'entend plus que la contestation, ça n'a pas d'intérêt. On doit donner la parole pour que finalement on puisse offrir aux citoyens le débat qu'ils méritent d'avoir, c'est-à-dire qu'ils décident en connaissance de cause, ou en tout cas avec un maximum de connaissances, ce qui est juste ou ce qui est faux, en fonction de, non, dans un débat vous mettez un médecin et un avocat, ou un médecin et un idéologue, ou un médecin et un politicien, mais d'avoir des scientifiques qui s'expriment et effectivement qui vous donnent la possibilité de voir ou de prendre votre propre décision, je dirais en connaissance de cause, c'est un bien grand terme, mais en tout cas en votre âme et conscience et avec un maximum d'éléments aussi factuels possible. Voilà, donc je vais lancer le film, peut-être encore une ou deux choses d'ordre général, puisque à la fin de cette séance, l'idée c'est d'avoir des échanges. Donc chacun pourra s'exprimer, vous poser des questions, ou même entre vous, parce que peut-être d'autres personnes sont plus spécialistes que moi pour y répondre. Je vous demanderai simplement de lever la main, juste pour que ça reste, je dirais, aussi soft que possible. Et puis après, j'ai cru comprendre effectivement qu'il y aura un apéritif qui est organisé derrière, dans la salle. Donc vous êtes également conviés à y participer, et puis on pourra continuer à poursuivre ces échanges, peut-être de manière plus individuelle ou en petits groupes. Dernière chose, comme ça j'aurais fait le tour. Comme je l'ai dit, alors c'est toujours un peu compliqué d'aborder cette question, mais j'ai financé tout ce qui a été fait,
Aujourd'hui, je pars sur la Suisse allemande et ça a un certain coût, on va dire, de traduction, etc., de mise en place.